tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente le Mercedes EQS SUV. Je vous avais présenté la version berline il y a quelques temps, et cette fois-ci, la version SUV. Donc ils ont pris à peu près la même plateforme, et ils ont relevé tout ça, ils en ont fait un SUV 5 ou 7 places. La version que je vous présente aujourd'hui, c'est une version 7 places. Alors, il existe en 5 ou 7 places, mais également en deux motorisations, en 450 et en 580. Aujourd'hui, on a la version 580 en 4MATIC, et comme le 450, mais cette version fait 544 chevaux. La version 450 fera, elle, 360 chevaux, ce qui est largement suffisant pour le quotidien. L'avantage de celle-ci, c'est qu'on a un petit peu plus de puissance, mais c'est tout. La version 450 fera un 0 à 100 en 6 secondes et celle-ci en 4 secondes 6. Bon, c'est des performances de voitures sportives, 4 secondes 6. On n'en a pas vraiment besoin, mais surtout qu'on verra, c'est plutôt une voiture typée confort et rouler vite avec, en fait, on ne le sent pas et ça peut être dangereux pour le permis. Et on verra que c'est vraiment pas fait pour, parce qu'au niveau du poids, ça fait 2800 kg. C'est juste énorme, et trimballer 2800 kg à haute vitesse, il faut pouvoir les arrêter. Au niveau du prix, on commence à partir de 149 900 €. La version d'aujourd'hui, elle vaut 179 000 €. Et à 179 000 €, on a quelques options, mais on n'a quand même pas tout. On n'a par exemple pas l'option siège arrière first class, qui serait un vrai plus avec les écrans, etc. Mais on a quand même l'hyperscreen. Au niveau de la vitesse maximum, c'est donné pour 210 km/h, parce que ça reste avant tout une voiture allemande, et sur l'autobahn, on sait que ça trace. En WLTP, c'est annoncé entre 575 km et 700 km. On verra pendant l'essai ce qu'on peut réaliser, et en partant, je vous donnerai l'autonomie de départ. Au niveau de la batterie, pour atteindre ces grandes distances, on a une batterie de 108,4 kWh, ce qui est juste gigantesque. Il n'y a pas grand monde dans le milieu automobile qui fait d'aussi grosses batteries, et c'est pour ça également qu'on a ce poids de 2,8 tonnes, parce que les batteries, c'est ce qui pèse le plus lourd dans une voiture. Et on sait déjà que chez Mercedes, les voitures sont assez lourdes parce qu'il y a beaucoup de technologie, il y a beaucoup d'insonorisants et les voitures sont assez grosses. Donc tout ça réuni, ça fait 2,8 tonnes. Au niveau des recharges, on sera en 11 kW, on a l'option 22 kW, et ensuite on a la recharge rapide, bien sûr, un 2 séries sur cette voiture, donc en DC sur les prises combo. On fera une recharge sur une borne Unity pendant cet essai. On repartira d'environ 20% jusqu'à quasiment 95%. Et la charge maximum est donnée pour 200 kW sur les Mercedes EQS. Ça nous donne un 10 à 80% en environ 30 minutes. Alors, c'est peut-être plus long que certaines autres marques, mais la batterie est beaucoup plus grosse, donc aussi, il faut jouer avec ça. Au niveau des dimensions, elle fait 5,23 m de long, donc un beau bébé. Sur la largeur, 1,96 m et 1,72 m de haut. On voit qu'on n'a pas de barre de toit, c'est bien effilé. Et pareil, comme l'aéro sur la EQS de base, un aéro très travaillé pour avoir un CX vraiment minimum. Au niveau de l'empattement, on a 3,21 m ici à l'intérieur, ce qui nous donnera un espace quand même généreux lorsqu'on sera aux places du rang 2. Et on verra le rang 3, c'est un petit peu différent. Gros avantage à cette voiture, c'est qu'elle bénéficie également des 4 roues directrices. On peut aller jusqu'à 10 degrés, c'est 4,5 degrés, et en option, si on veut, on peut passer à 10 degrés. Et on passe d'un rayon de braquage de 11,90 m à 11 mètres lorsqu'on a les roues à 10 degrés. Sur l'extérieur, on a quand même pas mal de choix, on a 9 couleurs, on a 9 intérieurs différents. Au niveau de la suspension, on a une suspension hermétique qui permet de pouvoir relever la voiture si on passe par exemple en mode off-road, ou avoir des suspensions pilotées qui seront d'un confort différent, qu'on soit en mode confort ou en mode sport. Sur l'avant, on retrouve ce design qu'on retrouvait sur la EQS berline, mais je trouve que là, ça lui va beaucoup mieux. La EQS berline, je trouvais vraiment, vous saviez qu'elle avait un nez trop plongeant et que il n'était pas très sexy comme la EQS. On a des avants très plongeants, et sur un SUV, le fait de remonter et de mettre une partie verticale ici, ça lui donne quand même un aspect beaucoup plus statutaire et beaucoup plus joli, je trouve. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais c'est vrai que la EQS, ouais, certes, c'était très aéro, mais c'était trop plongeant pour moi pour avoir ce statut de Mercedes où on se dit waouh, c'est quand même une très belle auto. Donc, capot très simple, juste avec les deux lignes tendues ici, comme on retrouve sur quasiment toutes les Mercedes, même les nouvelles classes A long. Ici, calandre totalement pleine. On a toutes les aides à la conduite et les capteurs qui se trouvent ici dans le logo Mercedes, comme d'habitude. C'est le logo qui est repris des autres, puisque ça intègre les radars. Et autre pour la conduite de niveau 2, avec les caméras là-haut, bien sûr, on a la réalité augmentée dans le GPS, petit badge Mercedes ici, la caméra à l'avant,
Sur les rétros également, caméra 360 comme d'habitude, et surtout hein, bien avancé chez Mercedes. On a une finition un petit peu comme sur les AMG ici, donc avec les entrées d'air pour les côtés pour les flux aérodynamiques, les petits capteurs de parking qui sont très bien intégrés, qui sont vraiment discrets cette fois-ci, et une lame assez haute puisque ils ont quand même mis un mode off-road, donc on pourrait peut-être limite faire du off-road avec. C'est pas ce que je vais faire parce qu'il pleut beaucoup en ce moment et 2 tonnes 8 dans la boue avec des pneus route. Je ne vais pas rester bloqué. Au niveau du vitrage, aujourd'hui, on a un vitrage simple. Vous savez, sur certaines Mercedes, des fois, on a l'impression que c'est un petit peu bleuté, violet sur les pare-brises. Ça, c'est le vitrage acoustique et infrarouge. On n'en bénéficie pas aujourd'hui, donc on a un vitrage de base. Si vous en étiez pas rendu compte à l'avant, on le voit bien maintenant sur le côté, que 5,30 m, c'est juste gigantesque. Waouh, c'est loin. Bon, jantes, on a le choix en 21 ou en 22 pouces. Ici, on a toujours des jantes avec des flasques un petit peu pour le côté aérodynamique, mais toujours en AMG. Derrière, on cache de gros freins du 6 pistons ici. Le EQS en rappel devant le rétroviseur. Toute la partie chromée, hein, ça reste Mercedes, voiture allemande, ils aiment bien ça. Surtout sur les voitures de luxe. C'est rare d'avoir des black packs sur des voitures de luxe, sauf les sportives. De ce côté-là, on a toujours, alors ce truc, voilà, ils ont mis l'essuie-glace ici parce qu'on ne peut toujours pas ouvrir ce capot avant. Ce qui est un petit peu dommage. Les rétros bitons, très simple, posés sur la portière. Les poignées affleurantes, comme sur l'ancienne version et la Cleanway Class S. Un côté très simple, très sobre. Juste une petite ligne tendue juste ici. Ces arches de roue ici pour toujours donner ce côté un petit peu SUV. Mais bien sûr, c'est pas, hein, là on est sur du haut de gamme. Et de l'autre côté, à cet endroit-là, une toute petite trappe, comme une trappe à essence, où on a la prise combo. Donc comme je vous disais, on peut recharger jusqu'à 200 kW. Et sur l'arrière, on peut voir qu'on a un petit peu d'espace ici. Donc ils se sont dit, on peut mettre une option 7 places pour 2500 € supplémentaires, ou l'option business à 13 000 € si on va voir l'arrière très classe. Mais qui ne sera pas disponible en 7 places. Sur l'arrière, pareil, comparé à la berline, je préfère largement cet arrière qui est super bien fini. Et ces hanches-là, ici, bien bombées. En fait, de l'arrière, je trouve qu'il est vraiment magnifique. Surtout là, si on coupe ici, sur cette partie, on dirait presque un petit peu un break de chasse. Et si on coupe là, on dirait presque un petit peu une voiture allemande sportive d'une autre marque. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez là, ça, comme ça, les ailes bombées. Ça vous rappelle quelque chose ou pas? Feu entièrement à LED, très joli avec les petits curls ici. Toujours les petites ailes là, j'appelle ça des petites ailes de colibri pour le clignotant. Le 4matic pour nous rappeler que c'est une version 4 motrices et le modèle qu'on a ici donc 580. Aujourd'hui, la caméra de recul est toujours cachée dans le logo ici qui se relève pour sortir la caméra. Ce qui est bien, c'est qu'elle sera toujours propre au moins. Et pareil, tout l'arrière est peint, des petits chromes ici. Donc, ce qui est marrant, c'est que même sur les voitures électriques, hein, on donne toujours cette sensation d'échappement sur les côtés, mais qui est rempli ici. Avec un diffuseur spécifique, les capteurs de recul qui sont ici et des fausses sorties d'air sur les côtés des arches de roue. Alors, dans le coffre, hop, j'appuie, bien sûr, ça s'ouvre automatiquement. Le coffre s'ouvre très haut. Si vous êtes petit, moi je suis 1,80 m, ça va, mais attention, après bien sûr, on peut paramétrer la hauteur du coffre et on peut l'arrêter un petit peu avant. On a une petite lumière ici pour nous prévenir et l'éclairage qui éclaire à l'intérieur. On a des LED un petit peu partout sur les côtés. Donc là, elle est configurée en position 5 places. Donc je vais aller me mettre dedans. Alors, j'ai les câbles de recharge, les câbles pour la maison, les câbles type 2, mon sac, la petite boîte de kit de survie. Hop. Allez. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a vraiment beaucoup de place ici à l'intérieur. C'est généreux. On a quand même les 2 ceintures pour les places arrière que je peux mettre sur les côtés. Et si je veux rabattre la rangée arrière, je le fais directement via 2 boutons ici pour les sièges de droite qui sont en 2 tiers, 1 tiers, siège de droite ou siège de gauche, et je rabats électriquement. Mais contrairement au GLS, la 6e et la 7e place ne sont pas électriques. Il faut le faire manuellement. Et ça, dans une voiture à 200 000 € quasiment embêtant. Donc il faut que j'aille chercher mon siège et que je le ramène à la main. C'est un petit peu d'effort. Hop, l'appui-tête. Et je vais aller chercher l'autre. Hop là. Hop. Et là, je suis passé en position 7 places. Le coffre, on a un volume de 645 litres lorsqu'on est en 5 places, ce qui est plutôt généreux. J'ai pas la valeur ici, mais on doit être aux alentours de 150 litres. Hein. Il reste pas grand chose à cet endroit-là. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont pensé
à pouvoir ranger la plage arrière lorsque on emmène, elle est juste en dessous, il reste encore un petit peu de place juste ici. Alors ça c'est un plus parce que beaucoup de marques n'y pensent pas. On va commencer par les places du troisième rang. Donc c'est tout électrique pour l'accès ici. Alors je ne sais pas si vous le voyez là, mais ça m'avance également le siège avant, donc il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un dessus. Ou s'il y a quelqu'un dessus, je pense que ça ne le fera pas. Donc là, mon siège est avancé ici. Alors, le truc c'est que je ne vais pas avoir de place pour m'asseoir tout au fond là-bas. Il va falloir que j'avance le siège de l'autre côté. Donc, alors, au niveau de l'espace pour entrer ici, alors c'est plutôt facile. Ils ont gardé un grand espace. Par contre, attention à ça là. Je viens de me cogner le popotin ici. Ça fait assez mal. Donc là, comme vous pouvez le voir, là, je suis assis ici. Mais impossible de rentrer de l'autre côté là. Parce que cette banquette est trop avancée. Et en fait, je peux juste l'avancer comme ça. Et le problème, c'est qu'elle revient ensuite. Ah non, ça va. C'est intelligent parce qu'elle sait que je l'ai mis là. Donc, aïe, oh là là. Ah ouais, les ceintures ici, c'est très dur aussi. Attention lorsque vous allez rentrer. Bon, par contre, lorsque je suis assis là, moi je suis 1m80, j'ai la tête qui touche un petit peu là-haut. Souvent, c'est fait pour des enfants. J'ai quand même des aérateurs tout à l'arrière, ça c'est bien parce que quand on est claustro et que tout est fermé, qu'il n'y a pas d'air, c'est embêtant. On a des enceintes sur les côtés, donc on aura de la bonne musique et en plus de l'air. J'ai de l'espace pour les genoux, alors la personne qui seront là ici seront assez avancées. Après, je sais que je peux régler un petit peu donc leur assise. Donc je l'avance au maximum et je les réincline un petit peu. Et même comme ça, je vous avoue que ça va. Je peux tenir ici sur un voyage en me mettant un petit peu tranquille. On a deux sièges qui sont séparés ici sur l'arrière. Et je vous avoue que c'est pas trop mal. Comparé à d'autres voitures, on est bien. L'assise est positionnée assez basse, donc on a les genoux assez remontés. Mais c'est pas trop mal. Alors, au niveau des places rang 2, donc j'ouvre la porte, elle s'ouvre très grand. La portière est gigantesque également. J'ai fait exprès de laisser les sièges dans cette position, en position où j'avais de la place à l'arrière, de ce côté-là et reculer de là-bas. Et quand je rentre ici, alors même comme ça, je vais rechercher ma porte. Donc portière arrière très bien finie, des LED partout. Moi j'adore, c'est waouh. L'enceinte Burmester, ma climatisation ici, c'est juste magnifique. Alors là, je sens que je suis quand même pas mal avancé et vers l'avant et par rapport à cette fenêtre, même je suis un petit peu à l'avant. Le siège ici est réglé pour moi, comme je disais, je fais 1m80. Bien là, j'ai de l'espace aux genoux, j'ai de l'espace à la tête, je suis pas trop mal et surtout j'ai mes petits appuis de tête ici en Alcantara, tout doux, ça fait vraiment plaisir. Dommage qu'on ne les ait pas à l'avant. Et donc ça, c'est pas le pack business, c'est les sièges de base avec juste les petits coussins. Par contre, quand je recule vraiment, donc on voit que ça recule pas mal, là, à ce moment-là, je commence à avoir vraiment de l'espace. Donc, je mets ma banquette ici et ensuite, je me réincline au maximum. Et là, j'avoue que je suis dans un confort tout autre et je me sens beaucoup mieux. Je vois entièrement ma fenêtre et c'est plus joli. Le plafond, on a le toit en deux parties. Cette partie ici qui ne s'ouvre pas, la partie avant qui s'ouvre. Donc, c'est quasiment un toit panoramique et ouvrant. La barre ici parce qu'il est ouvrant. Mais surtout, on a des bandes LED un petit peu partout pour avoir un bel éclairage d'intérieur. Climatisation quadrizone en réglage, donc je peux régler ici. Et on peut même régler la troisième rangée depuis l'écran conducteur. Un petit endroit ici où je tire, j'ai deux ports USB-C. On a des ports USB-C à l'avant, on a des ports USB-C à l'arrière. La couloir ici, alors ça j'adore. Parce que ça se déplie ici pour venir se poser et se reposer là. Et regardez, j'ai encore des LED ici. J'ai le chargeur par induction à cet endroit-là. Et un endroit où je peux ranger encore des téléphones si je le souhaite. Si vous prenez l'option Business Plus Max à 13 000 €, vous avez deux écrans ici et cet endroit-là, ce sera une tablette Samsung qui contrôlera ces écrans-là qui sont également tactiles, mais comme on sera loin et que c'est dur de tendre son bras, il y aura une petite tablette, comme dans les classes S limousine. La place du milieu. Alors ici, c'est beaucoup plus dur. On a le rembourrage ici qui ressort pas mal. Donc je le sens au niveau des fesses qui m'avance vraiment beaucoup, donc qui fait en sorte que je sois plus avancé comme ça et que je m'asseye de cette manière. J'ai de la place à la tête, j'ai toujours de la place aux genoux et aux pieds. On a un plancher totalement plat ici. Alors par contre, on a comme une grosse partie ici, donc moi qui fais 44-45, je passe pas comme ça, mais en le mettant sur les côtés, c'est vraiment pas gênant. Où je peux mettre un peu de biais, un peu comme ça. Non, je suis vraiment bien. Il n'y a pas grand chose à dire. Par contre, le dossier est très dur et surtout, en fait, je bascule un petit peu parce qu'il est arrondi, comme c'est devenu un accoudoir surtout.
est-ce que vous prendriez la version 5 places ou 7 places? Personnellement, ce serait la 5 places avec les sièges business. Allez, je vous emmène découvrir l'avant, donc les poignées qui ressortent comme ça, elles sont éclairées de nuit, je vous referai un petit bout de nuit. Donc ici, la portière, très bonne qualité, plusieurs matières. Cette matière, je ne saurais pas la décrire. Et c'est une sorte de tissu glissant, dur, mou. Là, on a de l'alcantara. On a les éclairages ici qui font tout le long, du bois, le Burmester, ce tissu doux, agréable, les bacs de rangement, l'ouverture de coffre à distance, seuil de porte Mercedes qui s'éclaire et je vous refais un petit bout de nuit pour vous montrer 2-3 trucs ici. Les sièges, comme ça, donc là on a les sièges confort aujourd'hui sur l'avant. On peut voir les appuis-têtes, tout est réglable électriquement via les boutons sur la porte ici. Et ça c'est pour les petits bourrelets qu'on a dans le bas du dos. Allez hop, je viens m'insérer ici et je vais refermer et je vais vous présenter l'avant. Donc là on a un écran ici et on bénéficie également aujourd'hui du Hyperscreen. Donc vous voyez que là en bleu ça commence à s'illuminer partout à l'intérieur, que ce soit de ce côté-là et l'autre. Et lorsque je la démarre, waouh, là on commence à être dans une vraie voiture du futur. C'est juste bluffant. En fait là toute cette partie, là les écrans partout, c'est incroyable. Donc je vous refais un petit tour rapide et je vais vous faire une présentation détaillée d'écran là, écran là, écran là pour vous donner toutes les infos sur cette voiture. Il y aura une deuxième vidéo séparée pour ça. Sur le côté ici, on retrouve toujours le mode pour les feux. Donc on a bien sûr un mode feu automatique, le frein de parking qu'on n'utilisera jamais parce qu'on se mettra en parking et ça va le serrer automatiquement. On a le tour du tableau de bord en LED, cet aérateur un petit peu turbine d'avion que j'adore. Là, les LED qui font tout le tour et cette fois-ci les aérateurs ici sont intégrés juste ici et ça refait tout le tour jusqu'au bout. Ensuite ça revient là, ça refait le tour de ces parties, c'est juste sublime. Je vous remonte de nuit. Le volant comme on a l'habitude chez Mercedes maintenant avec le triple double branche. Ici c'est toujours pour contrôler cet écran. Ici on a toujours les menus là-haut, hop, on peut défiler, changer les écrans, les aides à la conduite ici. Ça, c'est toujours pour contrôler cet écran-là. Je peux retourner au menu de cette façon, retour à chaque fois. Et la commande vocale, le volume, le décroche au téléphone et une touche favori. Derrière, on a les palettes qui récupéreront ici. Donc, je vais me ravancer, drive, je me mets en drive. Et là, par exemple, j'ai récupération normale, récupération sans aucune récupération. D+, est un total roue libre. Si je fais moins, donc récupération normale et récupération forte avec les palettes. Et si je reste appuyé sur le plus, c'est récupération intelligente, c'est le D-Auto qui est vraiment intelligent, vous allez le voir juste après. Pour me remettre en parking, c'est là, marche arrière de cette façon, et là j'ai les caméras 360, donc une vue ici simple, et la vue arrière, et quand je repasse en avant, vue à l'avant, caméra HD, et ce que j'aime le plus, c'est de cette façon, c'est que je peux voir ma voiture directement vue de l'extérieur, et là la qualité est toujours incroyable. Ça j'ai toujours trouvé ça fou et je peux zoomer, dézoomer. Et même quand je tourne les roues, vous allez voir que même les roues arrière ici tournent. Alors je ne sais pas si vous voyez bien là, mais ça fait tourner toutes les roues et ça met tout ce qui va se passer au sol. Juste excellent. Hop, l'écran ici, donc compteur de vitesse, compteur de puissance, récupération, charge, la vitesse et on peut avoir tout ce qu'on veut. Comme je vous dis, je vous fais une autre vidéo spécialement dédiée à ça. Les menus, on a toujours tout ce qu'il faut. Pareil, je vous refais la vidéo spéciale. On a le CarPlay sans fil, le CarPlay. Regardez, enfin, le CarPlay, j'ai l'impression qu'il est sur un ordinateur portable. C'est juste gigantesque. C'est plus grand qu'une tablette. Et de ce côté-là, on retrouve un autre écran qui s'active seulement s'il y a quelqu'un d'assis en passager. Grand rangement ici sous la console centrale, illuminé également avec un petit élastique si je veux ranger des choses pour pas que ça bouge. Rangement ici avec les porte-gobelets qui se ferment. Hop, on ira chercher un petit McDo tout à l'heure. Double port USB-C ici pour connecter. Chargeur par induction également ici. On peut refermer le warning. Démarrer la voiture, c'est ici. On a le lecteur d'empreintes digitales pour mettre ses paramètres. Le volume ici. Activer les caméras de parking ou le parking assist pour l'aide au stationnement si vous voulez que la voiture se gare tout seul. Les menus raccourcis EQ pour connaître votre batterie, toutes les informations sur la batterie. Les raccourcis de la voiture, l'affichage tête haute, l'ESP, mode lavage, relevé de niveau si je veux relever la voiture.
les bips alertes sonores pour que si vous dépassez la vitesse, ça bip. Ça va être très embêtant, donc on le désactive tout de suite. Parktronic, franchissement de ligne, assistant de direction, protection volumétrique avec l'alarme, etc. Et le dispositif de l'attelage, hop, j'appuie ici et ça me sort l'attelage. Et démarrer la voiture et l'éteindre. Ici, un petit rangement également. Ah, regardez, ça c'est les trucs du camion. Que la voiture est toute neuve, je l'ai récupérée, elle avait 34 km. Donc, on retrouve encore ici un petit repose, parce qu'on doit sûrement être climatisé à cet endroit-là. Encore 2 ports USB-C, donc on en a 2 là-bas, 2 ici, encore 2 à l'arrière et là-bas. Donc ça fait 2, 4, 6, 8 ports USB-C. Normalement, vous êtes tranquille dans la voiture. Je vais ranger ces papiers. Hop, parce qu'elle a été livrée toute neuve. Et voilà à quoi ça ressemble. Et là-haut, ce grand toit vitré et cette partie qui s'ouvre. Et là-haut, comme toujours chez Mercedes sur les modèles haut de gamme, l'éclairage ici pour l'éclairage arrière, l'éclairage avant. De cette façon, en LED, ça a toujours progressivement fermé les rideaux et la touche SOS. On a également un affichage tête haute juste ici. Bon, petite présentation de nuit, donc voilà à quoi ça ressemble. Les feux, le long bandeau lumineux, le petit Mercedes ici posé au sol, les poignées qui s'illuminent également, Mercedes. On voit que c'est bien illuminé. Et petit truc, petit plus, c'est là, c'est les nouvelles étoiles qui apparaissent au sol également. Alors ça, c'est vraiment très très cool et on peut voir qu'il y en a qui apparaissent et qui disparaissent. Une animation en plus, waouh! Vraiment bluffant, donc l'intérieur ressemble à ça. Je vous remontre un petit peu quand il fait vraiment nuit. Et sur l'arrière, donc les feux, avec ces feux arrière de cette façon. Et pareil, le grand bandeau lumineux qui traverse toute la voiture. Et là, de nuit, je rentre dans ma Mercedes. L'affichage est sublime. Et surtout cet intérieur très très coloré. Et vu de l'arrière, ça donne ça. Regardez, c'est juste magnifique. Les portes, l'hyper screen et de ce côté là et les sièges et pareil, donc ces portières à l'arrière. Et je vous disais qu'il n'y a pas d'éclairage, mais en fait il y a juste un petit éclairage ici. Alors si je baisse ça, et même donc dans la couloir du centre ici de l'éclairage, je l'avais pas vu celui-ci. Un petit truc que j'adore avec cette voiture de nuit, c'est avec les phares, les digital lights. C'est quand j'allume la voiture et que les feux s'allument, on a c'est un petit peu comme le multi-beam mais en beaucoup plus haut de gamme. Les pleins phares s'éclairent vraiment fort. Et lorsque j'éteins la voiture, donc on sait que c'est les digital light grâce à ça, regardez. On a l'impression que c'est des gouttes d'eau qui tombent et ça c'est projeté par les feux car il y a 1,3 million de pixels par phare. Bon, allez, allons l'essayer et voir ce que ça donne sur la route parce que c'est le plus important. Allez, c'est parti donc avec ce nouveau Mercedes EQS SUV. Je suis à 98% de charge, la voiture m'annonce 531 km d'autonomie ou 546 maximum. Donc là, je vais déjà la démarrer. Elle n'a pas bougé, la clim s'est activée, elle me resserre ma ceinture pour me mettre en sécurité. J'ai le grand écran l'hyperscreen, là j'ai Waze sur une télé. Clairement, normalement je devrais pas pouvoir me tromper. Je pars direction Le Mans par des petites routes, tout sauf autoroute normalement, pour justement tester, voir dans des conditions réelles, hein, sauf sur l'autoroute, dans un premier temps, et ensuite on fera le retour par l'autoroute avec une recharge Ionity pour voir ce que ça donne en rechargement rapide également. J'ai les cartes de recharge, j'ai tout ce qui va bien, et puis bah let's go, hein. Drive. Récupération normale, donc là je suis en D, j'ai avec mes palettes le choix, aucune récupération D+, récupération normale, D-, forte récupération, et il n'y a plus de D-, comme à l'époque, ou sinon si je reste appuyé, il y a le D auto, récupération intelligente, ce qui marche aussi très bien et j'aime bien parce que ça s'adapte avec ce qu'il y a devant. Donc, et je peux vous faire tout de suite le rayon de braquage. Alors là on est sur un tout petit rond-point, enfin ça va même pas le faire parce que ça braque tellement. Je vais essayer là sur un petit bout du parking ici, en petite manœuvre. Donc là, hop, je tourne à fond ici. Oh, le truc se faufile pour un gros bébé comme ça. Je fais mes demi-tours. Les caméras sont juste dingues. Je peux vraiment voir partout de cette façon. Alors, c'est pas forcément le mieux tout le temps. J'aime bien aussi la version juste avec l'avant ou l'arrière de cette façon pour me permettre de bien voir où je vais. Et quand je passe en marche arrière, ça repasse caméra arrière. Et j'ai le 360, mais avec une qualité extraordinaire. On dirait vraiment la réalité. Hop, la direction est très agréable. Il n'y a absolument aucun bruit. Oh, même le confort de suspension. Hop, je retourne là.
Je retourne à mon CarPlay qui est là-haut. On a toujours une touche accessible au CarPlay. Et c'est parti pour 3 heures de route où je vais me faire confortablement transporter. Le clignotant est tout doux, il fait pas beaucoup de bruit. Et là c'est parti. J'ai bien sûr sur cette voiture toutes mes aides à la conduite. Sur une petite route ça va être bien pratique. Là par exemple j'ai le D-Auto. Regardez, je ne touche pas à la pédale d'accélérateur ou de frein. Elle s'adapte à ce qu'il y a devant, elle ralentit d'elle-même. Par contre, normalement, elle va pas s'arrêter complètement. Ah si! Ah, avec le D-Auto, sans que j'ai activé les aides à la conduite, la voiture va jusqu'à l'arrêt. Là c'est extraordinaire. Là c'est vraiment le top du top. Là c'est le summum du luxe. Si vous avez juste accéléré de temps en temps pour dire ah je vais aller à cette vitesse, je relâche, je suis en roue libre. Dans les virages on sent tout de suite les 4 roues directrices. Ensuite je relâche et j'ai plus besoin de... Voilà, je relâche. La voiture elle s'adapte toute seule, j'ai juste à tenir le volant. J'allais dire le guidon parce que j'ai repris une moto hier. Elle va jusqu'à l'arrêt. C'est juste extraordinaire. Donc c'est parti pour 212 km. On verra avec combien on arrive à la fin. Bon, en ville, vous en doutez, l'électrique c'est hyper confort. On a quand même un bébé assez gros. Hein. Il faut bien se faire au gabarit. Et ce confort d'utilisation, ce petit clignotant tout discret, très classe, très chic. Est-ce que ça sert à reconnaître un feu? Non, ça sait pas. Si elle me dit qu'il y a un feu, donc elle me dit de ralentir, mais elle freine pas jusqu'au feu. Ah, peut-être bientôt, mais en tout cas, elle a reconnu le feu. Là, elle a toujours les feux de circulation, donc ça l'affiche. Ça, c'est pour ne pas avoir à regarder le feu ou regarder votre écran. C'est un petit peu gadget. C'est confort. C'est confort. C'est très bien sonorisé, mais on peut avoir plus que celle-ci. Donc, elle n'a pas l'option avec les infrarouges, le pare-brise infrarouge, etc. Donc ça, on peut l'avoir en complément. Mais là, le fait d'avoir les 4 roues directrices, ce côté électrique, c'est juste un régal. Et je pense que les 3 heures vont passer assez vite parce que je vais être très bien. Je vais pouvoir mettre la musique avec tous les haut-parleurs. On a le Burmester Pro là. Ça va être extra. Ce qui est bien avec l'électrique, c'est que même en montée, quoi que ce soit, en fait, on n'aura jamais de bruit, même si ça force un peu plus. Donc là, hop, on tourne ici, ça tourne bien. Les sièges me maintiennent bien, ils sont confortables. Et ce qui est top avec l'électrique aussi, c'est que peu importe qu'on soit en montée, en descente, à plat, si on a besoin de puissance, ça accélère toujours plus de 500 chevaux, 544. Là, je suis en mode confort. Si j'ai besoin, c'est largement suffisant au niveau du répondant, mais toujours dans le confort. Ça va vous emmener en confort, genre, ça va pas vous mettre un bah. Et après, donc, on a ces dynamic modes qui sont ici, où je peux passer en mode sport, par exemple. Et là, en mode sport, ah non, elle reste quand même un minimum confort. Ça, c'est une bonne chose. Elle n'est pas trop brutale. Après, c'est un EQS, donc ça se veut pas forcément trop brutal. Suspension. Alors, hop. Là, je suis en mode sport. Bon, ça reste quand même très confort. Donc, en mode sport, la suspension, a bien sûr, se change. Il y a le mode confort. Il y a le mode éco également. Alors là, elle me fait des bips parce que j'étais un petit peu au-dessus de la limitation de vitesse. Elle n'était pas contente. Donc c'était une zone 30. C'est difficile à respecter, les zones 30. Mais quel régal. Et si je me mets en mode éco, là, la pédale d'accélérateur change totalement. Le volant reste en mode confort, la suspension en mode confort. Donc là, par exemple, Dodan, mode confort, je ralentis un petit peu et... Il y a une petite différence comparé au mode sport. Le mode sport, on sent qu'il est un petit peu plus ferme, mais ça va. Alors, je vais désactiver ces bip bip parce que c'est un petit peu trop. Voilà. Donc, j'ai la petite indication ici qui me dit est-ce que je veux désactiver les bip bip lorsque je dépasse la vitesse. Donc là, je me suis mis toutes mes aides à conduite, le régulateur adaptatif, le centrage de voie. Et ce qui est bien, c'est que la voiture, grâce à sa cartographie, reconnaît lorsqu'elle arrive dans un virage ou dans un rond-point. Donc, elle va ralentir automatiquement. Là, elle me dit affichage tête haute, rond-point. Elle ralentit automatiquement. Hop. Ah. Elle me ferme le store, je ne sais pas pourquoi. Je lui ai pas demandé. Peut-être qu'elle s'est dit, il fait trop lumineux ici. Bizarre. Et elle repart. J'ai pas touché au frein ou à l'accélérateur depuis tout à l'heure. Donc là, elle me lit les panneaux. 50 km/h. Centrage de voie. Elle fait sa vie.
je lui fais confiance. Et toujours dans le confort. Alors ce qui est bien, c'est ça, je vais l'ouvrir parce que moi j'aime bien que tout soit ouvert. Que même sur les petites routes de campagne ou les routes de montagne, la voiture va s'adapter selon les virages. Alors ça c'est plus impressionnant sur des routes, j'avais fait un jour des routes de montagne, et en fait elle savait quand il y avait une épingle, et elle prenait la vitesse qui allait bien pour les épingles et les virages. Là par exemple je passe à 70, j'ai touché à rien, la voiture va se mettre à 70. En fait ce qui est bien, c'est toutes ces aides à la conduite, ça permet en fait de se relaxer un petit peu. Il faut toujours être conscient qu'il faut garder la main sur le volant, et c'est nous qui sommes toujours maîtres du véhicule, mais ça déstresse tellement, à 50 km/h. Ah, ce confort. J'aurais choisi, je pense, quand même l'insonorisation au max. Donc ça, c'était pour me dire qu'il y avait attention dans l'angle mort. Et là, je réaccélère. Hop. Donc là, elle va me lire le panneau. Alors des fois, il vaut mieux réaccélérer un petit peu jusqu'au panneau, parce que des fois le panneau est un peu loin, le 50 à 90, là c'est ici, donc il ne nous limite pas l'insertion. Mais là par exemple 90, il est au courant. Bon, des fois, il vaut mieux quand même se le faire soi-même. Après là, sur de la ville comme ça où il y a beaucoup de changements, effectivement, des fois il peut lire un peu des panneaux qu'on n'a pas envie. Mais à partir du moment où on est sur autoroute ou nationale, ça marche clairement bien. Là c'est 90, là il y a un gros virage. Zone de contrôle sur votre trajet. Donc là, merci Waze. Ici c'est 110 km/h. Donc là je suis à 90. Quasiment 100 maintenant. Vous entrez dans une zone de contrôle. C'est plutôt bien insonorisé. J'entends un petit peu ce qui se passe. Après il pleut aujourd'hui donc ça soulève de l'eau. Mais ça va, le goudron celui-ci fait beaucoup de bruit d'habitude. J'ai très peu de bruit de roulement. Et je vais les mettre à 110, donc je double. Je vais mettre la distance minimale avec les voitures de devant. On a légèrement du bruit du vent qui vient ici du niveau des rétroviseurs. Mais ça reste franchement agréable. Mais on sent qu'on est quand même dans une voiture très premium. Et surtout le confort, la suspension, la façon que ça a de rouler, on sent que c'est différent. Donc là normalement on a quand même, je pense, de bonnes parties à 110 pour arriver jusqu'au Mans, voire un petit peu après. Ce qu'il faut savoir, c'est une voiture électrique. Si on roule à 130, ça va consommer énormément d'énergie. Si on roule à 110, quand même beaucoup moins. Si on roule à 90, encore vraiment moins. Et si on roule que sur des petites routes à 70-80, là ça consomme quasiment rien. Et à 70-80, on atteint les valeurs annoncées par les marques sur l'autonomie WLTP. C'est dans ces conditions-là, même avec un petit peu de chauffage. Une journée comme aujourd'hui où il fait 12 degrés et on met le chauffage à 20, normalement, on arrive à de très bonnes autonomies. Les 500 km sont réalisables si je roulais pas par exemple là à 110, je me mettais à 80, 90, on pourrait dépasser les 500-600 km. Donc on va voir dans les conditions réelles, hein, puisque mon but c'est de vous montrer de réelles conditions. Surtout quand on a ce genre de voiture, on n'a pas envie forcément de faire tout le temps d'économie. On a moyen de se faire plaisir, donc autant rouler à la limitation. Et voilà, je ne conseille pas de rouler au-dessus. Hein. Après, c'est pas le but non plus. Et les voitures électriques, c'est pas fait pour, même si ça accélère beaucoup plus fort que la plupart des voitures qui sont thermiques. Parce qu'à la réaccélération, là, si j'appuie à fond, enfin là, je viens de prendre 10 km/h, en fait, juste j'appuie à fond sur l'accélérateur, ça s'est mis 10 km/h au-dessus. En fait, ça va hyper vite. Et c'est toujours assez bluffant, en fait, le côté réactif de l'électrique, alors que là, je suis en mode éco. Et si je me mets en mode sport, même à haute vitesse, donc en mode sport, en fait, là, je suis 125, instantanément, quasiment. Donc, il faut faire attention aussi avec l'électrique. Après, ça consomme aussi beaucoup plus lorsqu'on accélère vraiment fort. Alors, là, par exemple, je viens de me mettre le GPS de la voiture, donc qui prend également un tout l'écran. Samedi que j'arriverai à 14h22, c'est 188 km. Samedi que j'arriverai avec 33%. Donc, on voit la différence en fait entre de l'autoroute et pas de l'autoroute. Donc là, je viens de lui demander donc d'aller au Mans avec une optimisation d'itinéraire qu'elle est en train de faire automatiquement, mais sans prendre les péages. Donc elle est en train de calculer, elle me dit il y a 172 km.
moi je vais devoir aller un petit peu plus loin. Elle va me donner les informations pour pouvoir faire au mieux. Et donc là, cette fois-ci, ça me dit que j'arriverai avec 48% d'autonomie. C'est quand même plus intéressant que les 33 annoncés au début. 33, ça faisait quand même une grosse consommation. Là pour le moment, j'ai fait 35 km et j'ai utilisé environ 10% de la batterie. Donc on va voir, hein. J'espère pouvoir rentrer chez moi ce soir quand même. Alors j'arrive à 100 km réalisés avec cette voiture sur mon petit trip. Il me reste 74% de batterie. Donc en gros 100 km ça a consommé un quart de la batterie, donc 25%. 25% si on fait x4 hein, pour arriver à 100%, ça nous ferait donc 400 km réels dans les conditions dans lesquelles je l'ai fait aujourd'hui. Donc là la voiture m'indique 374 km d'autonomie encore, donc max 400 si je coupe la clim etc, et que je me mets dans les bonnes conditions. Donc on continue, je vous dis quand je suis arrivé, donc je crois que j'avais 212 km à réaliser, donc let's go, on continue. Mais je vous avoue que c'est très confortable. Il me manque juste l'option siège massant. Ils n'ont pas mis le tout option dans celui-là. Ça aurait été un plus. On a quand même les sièges confort, mais ils sont pas massants. Ça, j'aurais bien aimé là me faire masser le dos là. Il y a des massages très intéressants. Petit test aussi passé au McDrive en EQS SUV. Là, je vois mes roues arrière qui braquent de 5 degrés et c'est vraiment beaucoup plus pratique parce que sinon, avec ce genre de gros bébé, c'est pas hyper idéal. Bon allez, après la petite pause du McDo, on repart. Et depuis le début, j'ai une moyenne à 26,6 kWh au 100. Donc pour un gros bébé comme ça, pourquoi pas, parce qu'on a fait quand même beaucoup de 110. Je pense qu'il y a eu sur, là je suis à 103 km, sur les 103 km, je pense qu'il y a eu 60 km de 110. Donc ok. Par contre, je pense que sur autoroute, la consommation va être assez élevée. Donc on remettra à zéro quand on sera sur l'autoroute et qu'on fera ce trajet à 130 km/h, voir ce que ça donne. Mais heureusement qu'il y a une grosse batterie sur une aussi grosse voiture. Et après là je suis seul également. Je pense qu'avec 7 personnes, les consommations devraient être assez importantes. Bon, vous connaissez la chaîne. On va se faire le 0 à 100. Donc dans tous les modes. Donc, on est sur une petite route où il n'y a personne. On peut s'arrêter sans problème. Hop, je me mets le hold. On commence en mode économie. Allez. Donc on voit que c'est vraiment calme dès le départ. Mais on est déjà à 50. 60, 70, 80, 90 et 100. En mode éco, on voit que bon, c'est fait pour faire des économies comme son nom l'indique. On se arrête ici. Hop, le hold. Et en mode confort. Alors, on sent tout de suite en mode confort que ça nous emmène plus et que c'est plus confort. Et j'arrive à 100. Ça monte plutôt bien, c'est largement efficace. Et on va se tester le dernier mode, le mode sport, qui lui va donner toute la puissance, donc 544 chevaux. C'est parti. Donc là, ça pousse vraiment plus, 50, 70, 100. Là, ça devient vraiment efficace. Et là, ça pousse vraiment. Et pareil sur les relances. Enfin, voilà, je me mets un petit à-coup sur la tête, je vais basculer sur l'appui-tête, quoi. Si je me retiens pas vraiment, ça me balance vraiment en arrière. Et ensuite on va se tester un gros freinage. Alors ce qu'il y a dans le coffre va un petit peu voler, donc on se remet à 100 et gros freinage. Oh la vache. Alors par contre à l'accélération on sent pas que c'est lourd, mais sur les gros freinages, oh la vache, on sent que là il y a un sacré poids à arrêter. Alors là je suis sur les petites routes du Perche, mon régulateur est activé, hein, ma conduite de niveau de toujours. Donc là ça zigzague un petit peu. Et on va voir, donc là par exemple il me dit attention virage, donc il ralentit un petit peu, quelques km/h, 5 km/h de moins, ce qui fait que ça passe ici à 75, un petit peu moins, quasiment 10, il est 70, et là il réaccélère en sortie de virage. Là j'ai l'impression qu'après il y en a un qui va tourner un petit peu plus, mais c'est très agréable. Je me suis dit je vais remettre à zéro les consommations
sur ces petites routes à 80, voire également parce que c'est vrai que depuis le départ ça consommait pas mal sur du très roulant. Là ça fait 10 km que j'ai remis à 0. Alors ici ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc je vais voir un petit peu plus longtemps, voir ce que ça donne. Mais pour le moment j'en suis à 15 kWh au 100 km. Ce qui est plus intéressant que ce qu'on avait tout à l'heure comme valeur. Ah, j'arrive à Suré. Je suis à Suré. Oh la blague, elle est nulle. Très marrant en tout cas, le nom des patelins. Donc en arrivant à Suré, et j'en suis à 30 km de petits patelins. Là donc devant il y a un gros convoi exceptionnel qui vient juste de se mettre devant. Moyenne à 15,5 kWh sur 30 km. En roulant dans les petits patelins comme ça à 50 et ensuite à 80 sur les petites routes. Donc c'est plutôt pas mal pour un aussi gros véhicule. Donc là comme on peut le voir, hein, si on prend la batterie qui fait 108, donc là on peut voir qu'on a une moyenne à 15,3, ce qui nous offrira une autonomie plutôt convenable si on roule tranquillement ou même en ville ou à plus faible allure que sur autoroute ou sur nationale à 110. Vous connaissez la chaîne, on va se mettre en mode sport pour tester en même temps le côté dynamique en rond-point. Donc la suspension est plutôt ferme, ça s'appuie un peu pour garder quand même un minimum de confort. Par contre ça tourne très très bien, c'est vif et quand je lui dis tu tournes maintenant, ça tourne maintenant. Donc là c'est bien sec, mais on sent que c'est lourd. Mais ça tient vraiment bien le pavé. Ça s'ouvre un poil, mais comme on a l'arrière qui tourne aussi, bah ça va, c'est pas mal. Et sur le changement d'angle, bah, ça peut être plutôt brutal si on malmène un petit peu ce gros EQS. Bon, comme je disais, c'est pas vraiment fait pour, hein. C'est voiture confort, rouler sereinement en famille, mais il y a quand même de quoi faire quoi. Par contre, oui, ce sera pas vraiment sportif. Ça peut être dynamique, mais ce sera pas sportif. Alors là, la batterie vient d'afficher 50%, donc ça veut dire qu'on a consommé 50%, il y avait 2% manquant au début. J'ai réalisé 203 km, ce qui est vraiment pas mal. Donc ça voudrait dire que si on fait x2, ça ferait 400 km dans ces conditions. Donc c'est moins que ce qu'il y avait annoncé au départ. La voiture me dit que je pourrais encore faire 254 par rapport au rythme qu'elle a appris jusqu'à là, et max 285 si je roule vraiment calme ou que sur des petites routes. Bon, c'est pas mal, hein, 200 km, donc 400 aller-retour. J'aurais pu faire l'aller-retour. Alors il faut pas, le but c'est pas d'arriver à 0% à destination, hein. C'est pareil, les batteries, pour préserver au maximum l'état des batteries, l'idéal c'est de jouer sur une plage entre 20 et 80%. Donc la plupart du temps on met sa voiture à charger à la maison ou sur une borne quand on peut. C'est juste sur les gros trajets on va justement faire descendre un petit peu plus. Mais sinon quand on est à 50%, on peut se dire à la maison on recharge jusqu'à 80%. Et le but c'est de jouer toujours dans cette petite plage. Bon. Il me reste encore 11 km avant d'arriver à destination. Donc voilà, bah, je vous fais le petit point ici au final. Parce que les 11 km ça va pas me changer grand chose, ça va me changer de 2%, 2 ou 3%. Franchement je suis pas forcément surpris parce qu'on avait fait l'EQS déjà, on avait fait un aller-retour de Paris jusqu'à Deauville en passant par Honfleur il me semble, où la voiture a fait quand même quasiment un aller-retour, et là c'était quasiment que de l'autoroute tout le long. Sur autoroute ça consommera plus, donc je vous reprends tout à l'heure sur l'autoroute et on se fera en même temps une recharge pour voir la vitesse de rechargement. De mémoire, la EQS berline on montait à 220 voire 224 il me semble de mémoire, donc on va voir si il en est de même avec celle-ci. Alors là je suis dans les bouchons, je repars du Mans, j'ai reroulé un petit peu. J'en suis à 274 km, une moyenne à 25,6 km au 100. Il me reste 32%. Et je rentre chez moi. Donc moi j'habite à Draveil, un petit peu au sud de l'Île-de-France.
Ça me dit qu'il va falloir que je m'arrête sur la borne Ionity de Vilaine-Lagonnais. Je vais arriver avec 21% là-bas. Je devrais m'arrêter 15 minutes pour faire un 21,55%, ce qui sera suffisant pour me ramener chez moi avec 10% d'autonomie. Et donc là, il est 18h26 et j'arriverai à 20h55, comprenant le temps de charge. Donc, ok, pourquoi pas, mais moi je vais recharger plus longtemps parce que j'ai besoin après ensuite de chez moi à la ramener chez Mercedes une fois que j'aurai fini cet essai, et 10% ça me suffira pas pour la ramener. Et pour le moment je suis dans les bouchons, je me laisse conduire. Ce qui est bien, c'est que dans les bouchons en plus, le volant demande moins souvent d'être récupéré parce qu'à très basse vitesse, la voiture gère très bien toute seule. Bon alors, ça y est, je me suis mis sur autoroute, donc on se dirige vers un chargeur Ionity, donc les bornes rapides. Ça m'a affiché un message comme quoi la batterie se mettait en température, en préconditionnement, pour pouvoir accepter la recharge pleine puissance directement dès que j'arrive. Et ce qui est bien, c'est que j'arriverai dans la bonne plage. Donc là, on est à 130 km/h. J'ai un petit peu de bruit du vent, ce qui est normal, on est quand même à 130 km/h. Les bruits de roulement sont super bien contenus. On a une très bonne insonorisation au niveau de la caisse. Un petit peu de bruit du vent. Et ça souffle pas mal aujourd'hui parce que là on voit bien les arbres qui basculent pas mal. Et c'est plutôt agréable. Pareil, j'ai toujours toutes mes ailes à conduite. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a un volant capacitif. Donc ça veut dire que juste le fait de laisser la main posée dessus, ça suffit. En fait, il n'y a pas besoin d'appliquer de force. Donc pareil, ça fait du bien. J'ai remis à zéro les consommations sur autoroute, donc pour voir à 130 km/h ce que ça va donner. Toujours le chauffage à 21 degrés dans l'habitacle, il fait 14 avec un petit peu de vent, ça commence à s'assombrir, donc on n'a plus les rayons du soleil qui réchauffent un peu l'habitacle. Et là c'est parti jusqu'à la borne, il me reste encore une vingtaine de kilomètres à faire comme ça, donc ça fera une bonne moyenne sur autoroute, donc départ du Mans jusqu'à la Ionity. Et normalement, je vais faire en sorte de rouler à 130 tout le long. J'ai remis à partir du moment où j'ai commencé à rouler à 130. Allez, j'arrive à ma petite borne Ionity avec une petite Zoé de branchée. Elle me le dit bien, 5 sur 6, donc il y a bien une seule voiture de branchée. Et voilà, les belles petites bornes de chez Ionity. Alors, il faut que je me mette dans l'autre sens, c'est vrai. Là, ici, sur cette voiture, c'est à l'arrière. Donc, hop. Je fais ma petite manœuvre. Ce qui est bien, les caméras 360, c'est quand même vraiment très cool. Est-ce que c'est marqué? Je crois que c'est à droite alors. Si ça fonctionne comme les trappes. Hop. Tac. Ma moyenne sur l'autoroute, 31,6 kWh au 100 km, donc ça consomme quand même pas mal. Branchez le câble de recharge pour démarrer le processus. Donc elle me le dit directement, elle m'a pas encore ouvert la trappe, non. Ok, donc je vais brancher ça. Pareil, si je viens là, je vais dans charge, je peux ouvrir le volet directement et je vois que effectivement c'est bien à droite. Allez, je mets ça à charger, je vous reprends vue de tableau de bord pour regarder les valeurs de recharge. Alors, je viens de connecter la voiture, on a des informations ici et on a également ici. Donc là, je suis à 23%, donc il me reste avec 23%, 111, 112 km. Et là, on voit donc la puissance qui est en train de monter, ça monte assez vite et normalement, j'espère qu'on va dépasser les 200. On est sur une borne à 350 kW juste ici. Donc on voit que ça monte, ça monte, ça monte. Et donc, si je monte jusqu'à 54%, donc dans 13 minutes, donc 30% en 13 minutes, j'aurai de quoi rentrer chez moi et arriver avec 10%. Mais comme je vous dis, moi je vais charger au moins jusqu'à 80%. Donc ça me dit, là il y a un petit peu de bouchon, ça me fait arriver à 20h50, il me reste 160 km. Moi je vais le faire à mon rythme. Donc là on arrive quasiment à 200. Donc ça c'est top. Ou c'est 200 la valeur max sur la Mercedes, il me semble que c'est 200 à confirmer. Donc là samedi, depuis que j'ai commencé à charger, là il y a quelques secondes, quasiment une minute, j'ai pris déjà 14 km d'autonomie. Donc les bandes rapides, c'est quand même vraiment un vrai plus. Bon, il est 18h52, je vous reprends un petit peu après. Moi qui vous dis des bêtises depuis tout à l'heure, la puissance max c'est 200 kW sur le QS. Et donc là on charge à 205, ce qui est bien, c'est un petit peu plus que prévu. Bon allez, moi je vais aller me faire une petite pause là-bas, un petit pipi et je reviens après. Bon bah, petite pause casse-croûte pendant que ma voiture est en train de charger par là-bas là. Là-bas. Oui, je me suis fait avoir.
j'ai pris un crédit sur 8 ans à peu près pour ce Panini. Bon, ça charge. Bon, et bien là, je suis large, hein, 94%, 470 km. Je vais pouvoir rentrer, j'ai mangé tranquillement, donc je débranche et c'est reparti. Donc ici, 94%, j'ai mis 42 minutes pour recharger 83 kWh. Et là, j'étais à une puissance de charge de 35 sur la fin. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que plus on s'approche de la fin, moins ça charge vite. Alors là, je vous refais un petit bout pour vous montrer les compteurs. Donc 130 km/h depuis tout à l'heure, 126 de moyenne. Il y a eu 2-3 freinages. Et ça me dit 26,1 kWh au 100. Donc on a vraiment baissé depuis la recharge. Alors je pense aussi que c'est dû au fait qu'il y ait beaucoup moins de vent cette fois-ci sur la route. Et ça fait quand même une très grosse différence quand même entre 26 et 32 tout à l'heure. Donc assez intéressant de voir que le vent aussi ça joue énormément sur la consommation, puisque je pense pas que sur 30 km il y ait énormément de descente ou de montée. Donc là c'est le retour de Paris depuis la borne Unity, ça a vraiment baissé, assez intéressant. Et si je passe par exemple de ça à plein phare, les pleins phares c'est vraiment hallucinant. Déjà que là je vois super bien, mais dès qu'on passe en vraiment plein phare, ça change absolument tout. Et là pareil, ça détourne hyper bien le camion. Le truc qui est bluffant, c'est même si je bouge, en fait, les feux vont s'adapter et ça va toujours détourer le camion. Et j'espère que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Mais en fait, c'est très réactif. Et les pleins phares, alors là, voilà, je vais doubler le camion, il n'y aura plus personne devant. Attention, hop, et là il fait jour. Mais il fait vraiment jour. Rentrée à la maison, kilométrage du jour 468 km, donc 470. On est parti avec 100% quasiment. On est retourné à 20, ensuite on a remis 90 et quelques, et ensuite on est retourné à 56. Une moyenne de 26 kWh au 100 km. Donc voilà, allez, je vous fais un petit débrief, c'est parti. Bon alors, ce Mercedes EQS SUV, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, au niveau du look, j'avoue que je préfère cette version comparée à l'EQS berline, mais c'est deux philosophies un peu différentes. Qu'il soit disponible en 5 ou 7 places, c'est un plus. Si vous avez beaucoup plus d'enfants que prévu, eh bien vous avez un petit peu de place pour ceux qui viennent en rab à l'arrière. Bon, ce ne sera pas les plus chanceux, ceux qui iront tout derrière, mais ils auront quand même leur place. Qu'est-ce que je choisirais? Alors personnellement, si j'avais à choisir cette voiture, je prendrais vraiment le pack business pour l'arrière. Après, ça dépend si c'est vous qui conduisez ou pas, mais faites plaisir quand même au passage arrière, vous verrez, c'est plus sympa. Au niveau de l'autonomie franchement correcte, hein, comme on a pu le voir, on aurait pu rouler en gros 400 km dans des conditions mixtes. Si on fait que l'autoroute, on va tabler sur environ 300 km pour prendre une petite marge, ce qui est plutôt pas mal, et faire une pause tous les 300 km, ben pourquoi pas, parce que ça fait en gros tous les 3 heures. Donc on se refait une petite pause, on recharge. On a vu que c'était assez rapide, hein. En 30 minutes on recharge qu'à 80%. On peut recharger un petit peu plus, et on a vu que ça montait vraiment jusqu'à 200 kW sur les bornes Unity quand les bornes sont fonctionnelles, et c'est nickel. Au niveau de l'espace dans le coffre, c'est généreux si on a une version 5 places, si on a 7 places et les sièges rabattus, ok. À l'intérieur, toujours ce confort de conduite Mercedes, mais on retrouve toujours pas le confort d'une classe S. Ça, c'est un petit peu dommage, même sur la EQS, j'avais trouvé que c'était quand même un peu plus ferme que sur une classe S. J'aurais bien aimé vraiment l'effet limousine de la classe S sur ces véhicules électriques, ça aurait apporté encore un vrai plus. La voiture peut quand même remorquer jusqu'à 1800 kg si l'on veut. Les 4 roues directrices, c'est le truc à prendre impérativement. L'hyperscreen, si vous pouvez, parce que c'est vrai que c'est quand même très joli. Et bon, c'est une bonne voiture, hein. C'est vrai que c'est dommage de les rendre ces voitures parce qu'on s'y habitue bien. Et vivre avec, c'est très agréable. Mais mon conseil sera de prendre le pack business qui inclut l'hyperscreen, les sièges arrière agréables, les petites tablettes, les télés, etc. L'affichage tête haute, la réalité augmentée. Voilà. Le mieux, c'est de la prendre toute option. C'est quelques milliers d'euros de plus, mais je pense qu'on n'est pas à 10-15 000 euros à ce prix-là. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce EQS SUV. Est-ce que vous seriez plutôt cette version ou est-ce que ce serait un autre modèle? Est-ce que vous êtes pour les versions 100% électriques sur des gros SUV comme ça, un petit peu luxueux, ou vous êtes quand même toujours un petit peu les gros moteurs? On se dit bon voilà, au pire une hybride rechargeable. J'avoue que le côté 100% électrique, ça amène ce confort supplémentaire qu'on recherche également dans les voitures premium parce que c'est toujours calme, c'est toujours agréable. Surtout, ça fait pas de bruit, c'est puissant et en fait, une voiture luxueuse, c'est ça qu'on lui demande, c'est de ne pas faire de bruit et avoir de la puissance, relancer et être confortable. Et bien là, au final, c'est tout ce qu'on a avec cette auto. Puissance, couple, luxe,
premium, bon, bah, il n'y a plus qu'à faire un petit chèque. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu comme ça, à vous abonner à la chaîne et à me dire ce que vous en pensez et quel autre modèle vous voulez que j'essaye. Bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!